Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 21 candidats sur 93. Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié la liste provisoire des candidatures retenues pour l'élection présidentielle du 25 février prochain. Le principal opposant, Ousmane Sonko, n'y figure pas. La MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, annonce le début de son retrait de la République démocratique du Congo. Après 25 ans de présence, la mission doit quitter définitivement la RDC à la fin de l'année au plus tard. Puis ce nouveau scandale de corruption au Nigeria qui entraîne la suspension de l'agence du Programme national d'investissement social en raison d'accusations de détournement de fonds publics. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a fait connaître une liste de 21 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février. Et parmi les candidatures validées, il y a celle de l'actuel Premier ministre, Amadou Ba, candidat du pouvoir. Du côté de l'opposition, on compte l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Wade du Parti démocratique sénégalais. Le grand absent de cette liste est Ousmane Sonko, leader de l'opposition condamné dans plusieurs affaires judiciaires. Samantha Saberou, Saboubanga. Après l'étape du parrainage, le Conseil constitutionnel du Sénégal a publié le 13 janvier 2024 la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. L'institution judiciaire a retenu 23 candidats. L'opposant Ousmane Sonko, emprisonné, est le grand absent de la liste provisoire. Pour analyser correctement les résultats du Conseil constitutionnel, il faut se pencher sur les points de règlement sur lesquels se sont basés les sages pour prendre leurs décisions. Et j'invite vos téléspectateurs à consulter l'article 28 et l'article 29 de la Constitution sénégalaise. Ils verront que la plupart de ceux qui ont été rejetés ne respectent pas un, voire 2 ou 3 points de ces deux alinéas. Et beaucoup de ceux qui ont été rejetés n'ont pas d'ancrage local. Certes, parmi ceux qui ont été qualifiés, on peut se poser des questions sur leur ancrage local. C'est comme Anta Babacar Ngom, on peut se poser la question sur son ancrage local. Mais leur qualification s'explique tout simplement par le fait qu'ils ont pris très au sérieux cette histoire de parrainage et qu'ils ont déployé sur le terrain les équipes qu'il fallait. Parmi les candidats retenus à l'élection présidentielle figurent 2 femmes, Anta Babacar Ngom et Rose Wardini, de même que l'actuel Premier ministre Amadou Ba, Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall et bien d'autres. La liste sera arrêtée définitivement d'ici le 20 janvier 2024 sous réserve du retrait éventuel d'un candidat ou de l'ajout d'un nouveau candidat suite à un recours recevable et jugé valide par le Conseil constitutionnel. Le grand absent de cette liste est le président Ousmane Sonko. Et si sa candidature n'est pas retenue, je pense tout simplement que c'est le rêve d'un État antidémocratique voulant freiner ses ambitions et lui barrer la route, car Ousmane Sonko est le principal opposant que les populations ont déjà choisi pour être le prochain président du Sénégal. Conformément aux dispositions du Code électoral sénégalais, l'institution juridique rappelle que les candidats non retenus ont le droit de déposer auprès du greffe du Conseil constitutionnel une réclamation d'ici 48 heures. Le greffe du Conseil constitutionnel recevra les réclamations les lundis 15 et mardi 16 janvier 2024 de 8h à 17h. Passé ce délai, les réclamations déposées ne seront pas examinées. Les Sénégalais éliront le 25 février 2025 leur 5e président. Pour ce scrutin, le président sortant Macky Sall n'est pas en liste. Et alors que les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sont toujours attendus aux Comores dans un climat très tendu, des cas de fraude observés lors du scrutin du 14 janvier sont dénoncés, vidéo à l'appui. Les candidats de l'opposition, des organisations de la société civile et des journalistes font état de plusieurs cas de bourrage d'urnes dans de nombreuses localités, de votes retardés, de matériel électoral manquant dans des
fiefs traditionnels de l'opposition, d'assesseurs empêchés d'observer la régularité du scrutin, mais aussi des militaires qui sont repartis avec les urnes plus tôt que prévu. Certains bureaux de vote, notamment sur l'île d'Anjouan, ont même été fermés dès 14 heures. Les candidats de l'opposition et une partie de la société civile accusent le président sortant Azali Assoumani, candidat à un 4e mandat de fraude électorale. De son côté, la CENI affirme que le vote s'est déroulé dans le calme. La proclamation des résultats provisoires devrait intervenir d'ici le 19 janvier. Le départ de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo n'est plus qu'une question de mois. Cela a été confirmé par le gouvernement congolais et par les autorités de l'ONU au sujet des casques bleus jugés inefficaces pour protéger les civils face aux groupes armés. Le début du retrait progressif de cette mission présente sur le territoire depuis 1999 se fera d'ici fin avril avec un premier retrait total de la province du Sud Kivu dans l'est du pays. Mildred Diamouf. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a entamé son retrait du pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula le 13 janvier 2024. Lors d'une conférence de presse conjointe à Kinshasa, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a précisé que la mission onusienne de maintien de la paix quittera définitivement la RDC d'ici la fin de 2024. Après 25 ans de présence dans le pays, la MONUSCO est critiquée pour son inefficacité à protéger les civils contre les groupes armés à l'est de la RDC. Nous sommes à pied d'œuvre, comme convenu, pour fixer les modalités pratiques et pour essayer d'amorcer graduellement, mais certainement, le processus de manière, comme je vous ai dit, à ne pas perdre le pied à un moment ou à un autre. Donc, on a commencé le retrait. Le départ progressif de la MONUSCO est prévu en 3 phases. La première phase verra environ 2000 soldats quitter le Sud Kivu d'ici la fin avril 2024. Les deuxième et troisième phases prévoient le retrait de la mission de l'ONU du Nord Kivu et de l'Ituri. La chef de la MONUSCO a annoncé la fermeture de la première des 14 bases de l'ONU au Sud Kivu, au plus tard le 15 février. Et elle serait remise aux forces nationales. Le désengagement de la MONUSCO, ce n'est pas le désengagement des Nations Unies. Donc la responsabilité de la protection des civils au Sud Kivu à partir du 1er mai sera la responsabilité unique de la RDC, donc des forces de sécurité nationales. Le démarrage du désengagement complet de la MONUSCO et le transfert progressif des responsabilités au gouvernement ont été approuvés par le Conseil de sécurité le 19 décembre 2023 lors du renouvellement d'1 an du mandat de la force onusienne. La MONUSCO compte 13 500 soldats et 2000 policiers déployés dans les 3 provinces orientales de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu, présente dans le pays depuis 1999. La mission de maintien de la paix de l'ONU est l'une des plus importantes et plus coûteuses au monde. Avec un budget annuel d'environ $1 milliard, le gouvernement congolais souhaite le départ de la MONUSCO pour assurer souverainement la protection des populations civiles se trouvant sur son territoire. Près d'un mois après l'investiture du président Drazoël pour un second mandat et 10 jours après la reconduction de Christian Tsaï au poste de Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement a été annoncée dimanche soir à Madagascar. Une équipe de 27 ministres et 9 secrétaires d'État. 15 ministres de l'ancienne équipe ont été reconduits, à l'instar de la garde des Sceaux, Landry Randmanosoa, mais aussi de la ministre de l'économie et des finances, Riandra Narison, ou du ministre de l'Intérieur, Justin Tokli. Et côté entrée, il y a celle du maire d'Antananarive, Naina Andriana Tsoina, nommé ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Au Nigeria, le président de la République, Bola Ahmed Tinubu, a suspendu depuis la semaine dernière un important programme national d'aide sociale destiné à lutter contre la pauvreté. Décision actée après une enquête sur des détournements de fonds présumés dans la gestion de l'Agence du Programme national d'investissement social et de ses programmes. Amenedji.
Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a suspendu vendredi 12 janvier 2024 un programme national d'aide sociale destiné à lutter contre la pauvreté dans le cadre d'un scandale de corruption. Il s'agit du pillage présumé de 44 milliards de naira, soit près de 50 millions de dollars, au sein de l'agence du programme national d'investissement social dirigé par Halima Shehu, qui avait pour vocation d'assurer des transferts d'argent pour les couches défavorisées, octroyer des fonds aux jeunes et soutenir les cantines scolaires. Il faut déjà comprendre que le mandat de Buhari a été un mandat malheureusement affaibli par les problèmes de corruption. On se rappelle déjà de la descente de la jeunesse nigérienne il y a 2 années de cela pour contester l'autorité de Buhari en raison notamment des questions liées à l'accès à l'Internet, évidemment la gestion notamment des questions de délestage. Donc il faut comprendre déjà que le Nigeria vit déjà une crise humanitaire depuis 2014 avec l'incursion du groupe armé Boko Haram. Donc les inégalités sociales se sont réellement accrues dans cet État, malgré que le Nigeria a été l'une des toutes premières puissances économiques sur le continent africain. Donc il faut donner déjà un signal au peuple nigérien pour pouvoir renforcer son autorité, la légitimité et la responsabilité de son régime. Et Tinubu le sait très bien que le président Buhari a été très laxiste sur certaines questions liées à l'éthique et à la bonne gouvernance. Ainsi, toutes les activités liées à l'agence ont été suspendues et les comptes gelés pour 6 semaines en moyenne. Pour rappel, le président Tinubu avait licencié le 8 janvier 2024 Betta Edu, ministre chargé de la lutte contre la pauvreté, pour détournement de fonds publics, 585,2 millions de naira vers un compte bancaire privé. Donc dès le départ déjà, il faut mettre les pendules à l'heure pour éviter que ce phénomène de corruption qui est signalé au ministère des Affaires humanitaires puisse avoir un effet de contamination, aussi bien au sein du gouvernement, mais également dans toute la chaîne d'appareils étatiques, dans tout le gouvernorat en tant que tel. Arrivé au pouvoir en 2023, le président Bola Ahmed Tinubu avait promis des réformes et un assainissement allant dans le sens de la lutte contre la corruption. Le Nigeria reste l'un des pays les moins bien classés, 150e avec un score de 24 en 2022 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International et un taux de pauvreté qui a connu une croissance passant de 40% de la population en 2018 à 46% en 2023 selon la Banque mondiale. Le développement du secteur privé est un véritable levier de la croissance économique. C'est précisément le cas au Cameroun où la croissance de ces dernières années a été fortement tirée par ce secteur sur lequel les autorités gouvernementales comptent pour atteindre leurs objectifs de développement qui impliquent nécessairement une croissance plus soutenue. Les précisions de Catherine Gombey. Depuis novembre 2021, le Cameroun connaît une inflation galopante résultant principalement de la hausse du prix des produits de base comme le pain, le blé et les produits connexes, l'huile végétale et la viande, exigeant des acteurs économiques locaux un plus grand investissement dans les produits de grande consommation. C'est à ce titre qu'on peut ranger l'usine de blé initiée à Kribi inaugurée le 10 janvier 2024 par le ministre de l'Industrie. L'usine La Pasta du port de Kribi est une capacité de production de 12 000 sacs de farine de 50 kg par jour à l'initiative de Célestin Tawamba, président du groupement des entreprises du Cameroun, GCAM, et président fondateur de Cadiz Group. Et nous pensons que les opportunités qu'offre notre pays nous demandent, nous commandent tous les ans à nous réinventer, à nous réinvestir. Et compte tenu de l'environnement économique qui est extrêmement difficile, une inflation galopante, des coûts de production qui augmentent et un pouvoir d'achat qui baisse, ça demande donc aux acteurs économiques beaucoup d'imagination. Selon les données du ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, les travailleurs au Cameroun se retrouvent à 90% dans le secteur informel. Le secteur productif est quant à lui marqué par la prédominance des très petites entreprises et petites entreprises qui représentent 98,5% de l'ensemble des entreprises. Toutefois, les moyennes entreprises et grandes entreprises, telles que celles des membres du GCAM, représentent plus de 80% du chiffre d'affaires total des entreprises. Un poids et un rôle dans la croissance économique dont est conscient le président de l'organisation patronale. Je pense que les projets, nous sommes des acteurs économiques, donc chaque année qui passe, nous devons avoir pour objectif de poser des actes concrets, créer de la valeur.
Dans sa stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, le gouvernement camerounais compte sur une croissance économique soutenue allant de 4,1% à 8,1% en moyenne sur la décennie 2020-2030. On veut de ramener le taux de pauvreté de 37,5% en 2014 à moins de 25% en 2030. Pour 2024, le taux de croissance de l'économie est estimé à 4,5% selon la loi des finances de l'exercice, contre 4% pour l'exercice 2023 ou encore 4,3% des perspectives établies par le FMI en décembre 2023. La stratégie du gouvernement dans la SND 30 est de susciter un secteur privé fort en créant des champions nationaux dans les secteurs clés de l'économie, en améliorant les partenariats publics-privés avec les grands projets, en relevant à 60% au moins la part de la commande publique attribuée aux entreprises et industries locales. Près d'1 million de nouveaux cas de cancer enregistrés chaque année en Afrique subsaharienne, un nombre alarmant qui pourrait doubler d'ici 2040. La maladie n'est pas encore une priorité en matière de santé publique dans la plupart des pays africains. Le continent n'investit dans la lutte que 1% des dépenses totales de santé. Au Togo, le gouvernement déclare vouloir inverser la tendance à travers la création d'un conseil national de lutte contre le cancer. Samantha Saberou, Saboubanga. Dans le but de lutter efficacement contre le cancer, le gouvernement togolais a adopté le 12 janvier 2024 le décret portant création d'un conseil national de lutte contre le cancer au Togo. Ce conseil aura pour mission d'orienter et de coordonner les différentes initiatives déjà mises en place par l'exécutif et d'améliorer la mobilisation des ressources. Si le gouvernement togolais a choisi de prendre une initiative en faveur de la grave pathologie qu'est le cancer, on ne peut que s'en réjouir. Mais en général, au Togo, entre le vœu émis et la pratique, il y a toujours un fossé. Espérons qu'il n'en sera pas de même ici, mais le décret, la décision demeure assez vague parce que mobiliser les ressources, à quel niveau, à quelle quantité de ressources? Parce que, voyez-vous, le cancer est une pathologie qui nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. Et souvent, le Togo n'est pas suffisamment équipé en appareils pour soigner les cancers. Selon les données du ministère togolais de la Santé et de l'Hygiène publique, environ 7000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés en 2022 au Togo. Ces statistiques soulignent l'urgence de prendre des mesures pour lutter contre cette maladie. Au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique enregistre chaque année environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer, entraînant jusqu'à 700 000 décès. Le problème de la santé, c'est un problème grave au Togo, dans la mesure où la misère, la paupérisation de la population ne permet pas de se soigner correctement. Même avec une facture liée à 100 000 francs, beaucoup de nos compatriotes sont condamnés à mort, ou bien à prendre des breuvages fabriqués artisanalement, etc., avec les plantes, etc., où se pose toujours le problème de dosage. Donc voilà nos réalités. Bon, si cette décision est appliquée, eh bien, on s'en réjouira pour ceux qui attrapent cette pathologie-là. Le Togo s'est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le cancer. Entre autres mesures déjà prises, l'adoption d'un plan national de lutte, la création d'un institut national dédié, l'élaboration de campagnes de sensibilisation et de vaccination en particulier contre le cancer du col de l'utérus ou encore la création il y a quelques semaines d'un registre national des cancers. Parallèlement, une unité de traitement de cancer infantile et un centre international de cancérologie ont été rendus opérationnels il y a 2 ans. Le point maintenant sur la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se poursuit en Côte d'Ivoire avec les phases de groupe. Belle entrée en matière pour le vainqueur de la dernière CAN, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui dans sa rencontre ce lundi avec la Gambie s'est imposé 3-0 à Yamoussoukro grâce à un but de Pape Gueye qui a ouvert le score, marqué ensuite par un doublé de Lamine Camara. Prochain match pour les Lions de la Teranga ce vendredi face aux Lions indomptables du Cameroun. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.